Au sommaire de cette édition, nous serons au cœur d'une mission de reconnaissance et en compagnie du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, un bataillon de VDP et de FDS qui, durant des mois, ont travaillé à la sécurisation et à la réinstallation des populations de 3 villages. Aujourd'hui, l'heure est à la consolidation des acquis. Immersion en début de journal. Dans cette édition, le contenu des travaux de la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif foncier dans la commune de Bobo-Dioulasso, un rapport qui estime à 20 000 les besoins de parcelles pour apurer le passif qui fragilise le ciment social. Le contenu du dit rapport a été présenté aux populations et nous vous en ferons écho. À découvrir dans votre rubrique Une semaine à le visage du tourisme dans la commune de Tchébélé. Son paysage digne de carte postale, son architecture et ses peintures murales avaient fait d'elle l'une des meilleures destinations touristiques, des potentialités qui cherchent aujourd'hui visiteurs. Et c'est avec nostalgie que les acteurs du tourisme sont conviés à notre équipe de reportage. Bonjour et merci de nous suivre. Direction tout de suite Kaya pour l'immersion au sein du bataillon mixte de marche du Centre-Nord. Un bataillon composé de VDP et de quelques FDS qui a travaillé des mois durant à la sécurisation et à la réinstallation de 3 villages. Comme vous allez le voir, certaines populations ont pu produire cette campagne agricole. Mais la phase de consolidation est toujours en cours. Au cœur de la mission de reconnaissance, Daouda Ouattara et Draman Guéné. Sur les traces du bataillon mixte de marche du Centre-Nord, ici à Kaya. C'est l'opération de réinstallation entamée depuis le mois de mai par le groupement de forces. Le chef de guerre, c'est lui, le capitaine Beka, commandant du bataillon. Un bataillon de VDP avec quelques FDS pour le commandement. La mission s'articule, mais pas de risque zéro pour un déplacement au-delà de 25 km de Kaya. Jusqu'à l'arrivée, on reste concentré. On reste en position là, on ne pèse pas la tension, on reste concentré. Aujourd'hui, personne ne meurt. On se comprend, non? La manœuvre du jour, un circuit de 50 km en aller-retour. L'axe reste secret, les 3 villages de l'opération aussi. Le capitaine Beka le souhaite ainsi pour ne pas mettre ces localités dans l'œil du cyclone. Nous leur proposons quand même des noms. Kaya 1, Kaya 2 et Kaya 3 pour les 3 villages réinstallés. La colonne se met en branle direction Kaya 1, le premier village réinstallé. À la sortie de Kaya, le dispositif change en fonction de la zone. Trop de mouvements de terrain à dominer. La coordination est faite par le capitaine Beka lui-même à l'avant-garde de la mission. Nous sommes tous pareils ici. Ici, on est tous des volontaires. Il n'y a pas de VDP, il n'y a pas de militaires. Nous sommes tous des volontaires. Des champs en stade de récolte après 2 ans de jachère forcée. Les paysans ont produit sous la supervision des VDP communaux. Ici, le premier checkpoint. Le dispositif est similaire à chaque sortie du village. Un village tenu de maître par les VDP communaux. Tôt le matin, nous nous répartissons les postes de garde autour de la ville. Les populations restent au milieu et vaquent à leurs occupations. Kaya 1 est réinstallé, consolidé et actuellement autonomisé. Le village tourne à plein régime. Les services, les commerces et autres activités diverses sont en marche. Même la boisson fraîche y est disponible. Nous avons pu cultiver cette année. Actuellement, c'est la moisson. Les commerces ont aussi repris. L'infirmerie a repris depuis longtemps. Les agents de santé sont là chaque jour. Le capitaine Beka échange avec la veille locale et la mission se poursuit. Direction maintenant Kaya 2 sur le même axe. Kaya 2 est réinstallé il y a une quarantaine de jours. Après plusieurs opérations menées par le groupement de forces basé à Kaya, la relève est assurée par les VDP, la sentinelle locale. C'est la phase de consolidation. C'est une mission de reconnaissance et de constatation d'un certain nombre de choses qui vont engendrer des travaux qui vont faciliter la réinstallation de certains villages. Nous sommes de retour il y a une quarantaine de jours. Nous avons foi que tout va bien se passer. La vie a bien repris ici.
L'ennemi peut toujours tenter, mais il va nous croiser sur son chemin. Il ne peut plus répartir impunément. À 20 km de Kaya, nous entamons la dernière ligne droite. Kaya 3, à 5 km d'ici. Le capitaine réadapte le dispositif, car sur cet axe, c'est la phase de réinstallation. Restez intervalle du centre, on reste concentré. Je répète, restez intervalle du centre. La forêt n'est pas exploitée depuis plus de 2 ans. Alors la menace d'embuscade et de mines n'est pas à écarter. L'axe est scruté en permanence, comme ici à la hauteur de ce pont. Un paysage suspect détecté par le binôme de tête. Je confirme, envoyez Gina vers nous, Gina, le démineur, est appelé à la rescousse. Il fouille minutieusement la chaussée, mais il y a eu plus de peur que de mal. Aucun objet suspect à signaler. Kaya 3 est quadrillé par les VDP. Les premiers habitants sont déjà sur place. Le commandement a même installé un détachement de VDP ici pour assurer le retour des populations. En cas de situation, on se donne un mot de passe et on riposte. Nous sommes en veille matin, midi et soir. Ici, il y a encore quelques incursions terroristes, mais jusque-là, le dispositif est infaillible. La veille, des assaillants venus prendre le pouls de la situation croisent le fer avec les VDP. Un terroriste tué dont le corps est encore exposé. À Kaya 3, la mission est venue avec les techniciens d'entreprise chargés d'évaluer la reprise de certains services sociaux. Des entreprises qui ont requis l'anonymat, mais l'inventaire du besoin est fait. On a fait une première phase, je pense qu'il y a eu un certain nombre de travaux et au jour d'aujourd'hui, les gens ont commencé à revenir. Mais la phase finale n'est pas arrivée. Vous êtes passé dans d'autres endroits là où vous avez vu la phase finale. Mais ici, la phase finale n'est pas arrivée. Ils sont toujours en cours d'installation. À partir de Kaya 3, le capitaine Beka ordonne un ratissage pour gagner quelques kilomètres dans la forêt. De buisson en buisson, les hommes fuient la brousse. Des guetteurs prennent de l'altitude pour scruter l'horizon. Rien à signaler, la mission de reconnaissance finit ici à la grande satisfaction du capitaine Beka. Nous abordons le chemin du retour avec la même détermination. C'est ainsi la mission du bataillon, occuper en permanence les zones reconquises pour ne plus faire de la place à l'ennemi. Les combattants regagnent leur base dans l'après-midi, mais pas de quartier libre. Une mission de veille les attend chaque nuit à des postes avancés à travers la ville de Kaya. Retour à Ouagadougou où à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le mois de novembre s'annonce riche en activités. 3 sont en effet au programme, parmi lesquels le Forum des hommes d'affaires et le Salon international des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. Pour une meilleure participation des acteurs burkinabés, une rencontre d'information et de mobilisation a eu lieu lundi dernier. Le point des échanges avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assokba. Le premier grand événement est le Forum des hommes d'affaires couplé au prix et au mois de la qualité. Le second concerne le Salon international des mines, de l'énergie et des hydrocarbures. Et enfin, la troisième activité est la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement des projets de la stratégie de développement des pôles énergétiques et du programme régional de développement de l'économie numérique de l'UEMOA. Les 3 grands rassemblements d'envergure communautaire vont se tenir courant novembre prochain à Dakar au Sénégal et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il faut que les acteurs eux-mêmes, le secteur privé, tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, sur le terrain, puissent avoir les informations. D'ailleurs, je suis heureux que la presse soit venue en grand nombre. Donc c'est de relayer cela, mais aussi dans la salle, nous allons présenter les agendas de ces différentes activités pour que les acteurs du Burkina soient au courant et le Burkina soit fortement représenté à ces événements. Ces rendez-vous vont permettre aux parties prenantes de nouer des contacts d'affaires, de promouvoir des opportunités d'investissement et de mobiliser des appuis techniques et financiers. Le Forum des hommes d'affaires offrira l'opportunité de recentrer le secteur privé au cœur du processus d'intégration et de relance de nos économies dans un contexte certes post-Covid, mais fortement marqué par des crises majeures en Afrique de l'Ouest et à l'international. Le Salon international des mines, de l'énergie et des hydrocarbures
mettra en exergue les potentialités et les défis liés à la valorisation optimale des ressources minières et énergétiques abondantes dans notre sous-région. La tenue de ces événements témoigne de la volonté de la Commission de renforcer le processus d'intégration économique durable dans l'espace communautaire. Les acteurs judiciaires invités à s'impliquer davantage dans le combat contre la dégradation des ressources naturelles. À l'initiative du département ministériel en charge de l'environnement, ces acteurs ont 3 jours durant revisité les textes juridiques en matière d'environnement, d'eau et d'assainissement au Burkina Faso. En filigrane est recherchée une synergie d'action dans l'utilisation efficiente des ressources naturelles. Alassane Kendrebe-Ougo et Moussaki. La sensibilisation pour la protection des ressources naturelles au Burkina Faso montre parfois ses limites. Le ministère de l'Environnement décide ici d'accélérer les initiatives pour protéger l'environnement et l'eau. Les acteurs de la justice vont bientôt entrer en action pour l'application des textes en la matière. Mais en attendant, des échanges s'imposent, d'où la rencontre de Koudougou. Le ministère a jugé à travers cette rencontre d'outiller les principaux acteurs, qui sont les acteurs judiciaires, là, en tout cas sur ces textes, de sorte que les rendus de justice ne soient pas objets à polémique. Procureurs, magistrats, acteurs de l'environnement et de l'eau, tous sont ici pour renforcer leurs capacités en vue d'une meilleure protection des ressources naturelles du pays. Mais en réalité, le sujet n'est pas nouveau pour ces acteurs judiciaires. Il y a du contentieux en matière d'environnement qui est porté quotidiennement devant les juridictions et il y a des décisions qui sont rendues dans ce sens. Peut-être que ce n'est pas assez, les raisons peuvent être diverses. L'atelier de ce matin permettra aux acteurs d'échanger sur les textes existants. C'est l'occasion aussi peut-être de se familiariser avec d'autres textes peu connus, mais ça permet également aux acteurs judiciaires de mettre en débat certaines difficultés qui peuvent avoir été rencontrées dans l'application de certains textes ou peut-être le vide juridique qui existe par rapport à certaines situations constatées sur le terrain. Les 3 jours d'échange devront permettre de faire des avancées en matière de protection de l'environnement et de l'eau. La rencontre de Koudougou va passer en discussion tous les tests en matière d'environnement, de l'eau et d'assainissement, dont le code forestier du Burkina Faso. Les pesticides, un autre fléau qui menace la santé humaine, animale et environnementale. Sur les enjeux de leur utilisation et distribution, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres a organisé une conférence publique dans la ville de Sia. Il s'agissait d'interpeller les producteurs et autres entreprises sur leurs responsabilités sociales et environnementales. Précision avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Distribution et utilisation des pesticides au Burkina Faso, enjeux et perspectives. C'est sous ce thème que l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso tient cette conférence publique au profit des populations de la cité de Sia. Cette conférence publique porte sur un domaine particulier, c'est le domaine agricole. Vous savez très bien que les hauts bassins représentent vraiment un grenier au niveau agricole pour le Burkina Faso. C'est d'amener toutes les parties prenantes à voir dans quelle mesure les différentes réglementations qui sont prises dans ce pays en matière donc d'utilisation, de distribution de ces pesticides puissent être appliquées. La région de Haut-Bassin étant l'une des zones de forte production agricole, cette conférence est donc la bienvenue selon la première responsable en charge de la région. Je voudrais saluer la tenue effective de cette grande conférence dans la région des Hauts-Bassins. Nous attendons des académiciens, des chercheurs, des recommandations à même de permettre à nos producteurs de savoir quels sont les produits utilisés pour le bien-être de nos populations. Au cours de cette conférence publique, plusieurs communications vont être développées, notamment la distribution et l'utilisation des pesticides. Créée par la loi numéro 021-2015-CNT du 11 juin 2015, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina est composée de 52 membres pour le moment, un chiffre
qui pourra évoluer à 75 en conformité avec les textes. Nous restons dans la ville de Sia pour lever un coin de voile sur le rapport de la commission ad hoc communale chargée de l'appurement du passif foncier. Des chiffres retiennent l'attention dans le dit rapport. 15 000 à 20 000, c'est le nombre de parcelles nécessaires à l'appurement du dit passif qui fragilise le ciment social. Le contenu du dit rapport, le président de la délégation spéciale était face aux populations. Le point de la rencontre avec Hamzat Ganame, Sriki Milugo et Ismaël Satouine Paris. À cette rencontre entre président de la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso et habitants des zones non loties, la question foncière, une problématique à laquelle la commune de Bobo-Dioulasso entend apporter une réponse à travers l'adoption d'un document relatif à l'appurement du passif foncier. Et c'est face à face est le lieu de partager cette vision avec les principaux acteurs. La commission est pratiquement en fin de travaux et nous avions jugé bon de réunir l'ensemble des acteurs pour partager le contenu de ce qu'ils ont pu en tout cas faire comme travail jusque-là. Je crois que en termes de mobilisation des terres, par arrondissement, il y a un effort qui a été fait auprès des propriétaires terriens et également auprès de certains immobiliers. Selon les autorités communales, excepté l'arrondissement numéro 1, le problème foncier se pose avec acuité dans tous les 6 autres arrondissements de la ville. D'où la nécessité d'agir. La nouvelle loi foncière permet maintenant aux promoteurs immobiliers de dégager le terrain. Nous sommes partis en convention avec eux pour acquérir des hectares et aller vers des autorisations spéciales de lotissement pour satisfaire les 15 000 à 20 000 parcelles qui constituent le passif de Bobo-Dioulasso. La dynamique est là, la volonté est là et nous allons aboutir. Bobo n'a pas besoin de terrorisme foncier. Après l'étape de validation du document sur l'appurement du passif, les autorités communales comptent mener un plaidoyer auprès du ministère en charge de l'urbanisme. Cela pour l'obtention d'une autorisation spéciale de lotissement afin de répondre aux besoins des populations en attente d'une résolution de leur dossier. Du nouveau dans les offres de services de la maison LG, le distributeur agréé des produits dans la sous-région ouest-africaine a présenté la semaine dernière les dernières innovations. Des innovations dans la climatisation centrale qui induisent une réduction de la consommation énergétique. On en sait davantage avec Césaire Carrefour et Moussaki. Ils sont tous ingénieurs et experts présents à ce séminaire sur la climatisation centrale. Un espace pour présenter les innovations technologiques des produits LG, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver et bien d'autres produits du domaine sont ici exposés. Le poste qui consomme le plus d'énergie dans l'habitat, c'est le CVC, c'est-à-dire c'est la climatisation, la ventilation et le chauffage. Donc, il consomme 40% du besoin énergétique du bâtiment. Faire des gains d'énergie, c'est des gains de coûts d'exploitation, c'est des gains aussi qui vont aussi dans la poche du client. Chaque année, nous organisons les séminaires de climatisation pour montrer la nouvelle innovation, la technologie que LG a mis en place. Nous rassurons pour la mise en place de la bonne climatisation qui vraiment part avec l'habitation moderne, écologie et coûter moins. Ces séminaires constituent une opportunité pour échanger sur la nécessité de promouvoir la qualité dans le secteur du bâtiment. Les solutions ainsi proposées par LG visent l'efficacité énergétique. Aujourd'hui, avec une seule unité extérieure, on peut alimenter plusieurs étages de bâtiments. Et cette solution que LG présente va dans ce sens, où nous avions des compresseurs qui ont une grande performance, qui encombrent moins et qui permettent de réduire considérablement les espaces occupés par ces compresseurs. Cette rencontre est à sa 4e édition. Elle est organisée par Artisan Trading SRL. Il est également un distributeur agréé des produits LG dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso.
En santé, l'équipe de coordination du diplôme interuniversitaire fièvre hémorragique virale, arbovirose et épidémie émergente et réémergente était face à la presse la semaine dernière. Une conférence de presse pour annoncer la phase pratique du diplôme en cours dans certains centres sanitaires du Burkina Faso. Sur l'importance du dit diplôme, le compte rendu de Moussa Ouedraogo et Mariama Tamboura. Du 23 octobre au 4 novembre se tient la formation pratique des jeunes sur la fièvre hémorragique virale, arbovirose et des épidémies émergentes et réémergentes en Afrique. L'information donnée aux professionnels des médias souligne aussi que c'est une initiative de plusieurs enseignants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Ils se sont fixés pour objectif d'apporter leur contribution afin de réduire la fréquence des maladies épidémiques. C'est une formation qui est partie du constat de la fréquence de plus en plus importante et de la récurrence des maladies épidémiques en Afrique. Ces maladies épidémiques, comme on le voit de plus en plus, concernent ce qu'on appelle les fièvres hémorragiques virales, dont des exemples connus sont Ebola, sont la fièvre de la vallée du Rift, sont la fièvre de Lassa, sont la fièvre de Marburg, la maladie de Marburg dont on a parlé récemment dans les médias et qui a atteint certains pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. Environ 35 étudiants seront outillés sur des aspects pratiques de la gestion et l'anticipation des éventuelles épidémies comme la maladie à virus Ebola et du Covid-19. L'idée pour nous est de pouvoir mettre en place un pool d'acteurs qui sont en mesure de pouvoir constituer une équipe. Des acteurs multidisciplinaires qui, en équipe, au sein d'un pays, peuvent à tout moment, parce qu'ils ont été formés à travers ce diplôme interuniversitaire, de pouvoir accompagner et soutenir le ministère de la Santé, de pouvoir accompagner et soutenir le gouvernement à prendre des actions immédiates pour riposter vis-à-vis d'une épidémie. Ces acteurs comptent également mettre sur pied des dispositifs bien efficaces pour le suivi de ces agents qui seront déployés sur le terrain. Cette formation connaîtra la participation des pays tels le Burkina Faso, le Mali, le Togo et le Niger. Une semaine à Tchébélé, le cri de cœur des acteurs touristiques de la commune, son paysage digne de cartes postales, son architecture et ses peintures murales qui ont fait d'elle l'une des meilleures destinations touristiques burkinabè n'attirent plus comme avant. Et c'est avec nostalgie que les acteurs ouvrent leurs portes et leur cœur à notre équipe de reportage, Konsoum Koulibaly et Sonia Kokti. 7 ans de cela, le tourisme, ça va pas. Ouais. Pierre est le propriétaire de l'auberge Konkolo à Tchébélé, qui aujourd'hui ne reçoit pratiquement plus aucun client. Le tourisme dans la localité perd en effet de sa splendeur pour de multiples raisons, et cela dure depuis plusieurs années. C'est l'arrivée d'un certain touriste depuis le 8/5/2003 jusqu'à 2006-2009. Le tourisme, à cause de l'inondation, il y a eu 2011, la mutinerie après Covid-19. Donc, maintenant, avec l'histoire des bandits. La quinzaine de chambres ici est vide. Le restaurant abandonné. La situation concerne bien d'autres sites d'hébergement. L'auberge Konkolo a désormais pour seul travailleur le gérant et sa femme. Pourtant, les années antérieures, pour y séjourner, il fallait procéder par des réservations sur des sites internationaux. Pierre s'est séparé de sa dizaine d'employés et avec sa femme aujourd'hui, pratique en parallèle l'élevage. Sa situation est similaire à celle de ce musicien et guide touristique depuis son jeune âge, qui dans sa nostalgie, partage des moments qu'il offrait aux touristes. Le piment l'a piqué, le lion a commencé à chanter. Les lions mâles, il fait, l'éléphant mâle, il fait, l'antilope mâle, il fait, mais moi je ne fais pas. On nous appelait les transitaires de Tchébélé. Hein. Si je ne me trompe pas, souvent on peut se retrouver simplement avec 50 000 francs dans la poche le soir, hein, par jour, hein, sans parler des pourboires et autres, sans parler de l'apport culturel, voilà, les amis qu'on avait.
les contacts. Il nous confie avoir eu plusieurs fois l'occasion de voyager dans des pays étrangers grâce à ses relations avec certains touristes. Mais l'époque des rencontres étrangères quotidiennes semble révolue. Le guide musicien se consacre à d'autres activités. Il gère ce bar, quelques rares clients. Pourtant, des personnes de différentes nationalités passaient par là. Vous allez venir à Tébélé avant la période de l'insécurité. Vous allez vous croire vous allez voir une mixtitude de gens puisqu'il y avait des touristes. Pour ne pas avoir l'appellation pour dire des blancs. Non, mais il y avait plein de touristes et il y avait un mixage de population, ils vivaient ici. Et certains touristes étaient pratiquement devenus des membres de famille des habitants de Tchébélé. Ils partageaient leur réalité quotidienne. J'ai reçu des touristes, les Allemands, les Suédois, l'Autriche qui viennent. Je me rappelle, il y a eu des Allemands qui sont venus ici ça fait partie de leurs études. Ils ont fait 3 mois ici. Il y avait une fille qui continuait de faire la préparation ici dans la cuisine avec nous. Parmi les commerçants d'œuvres d'art destinés principalement aux touristes, cet artisan qui avait souvent l'opportunité de sortir circuit est le dernier qui trouve encore le courage d'exposer malgré un marché morose. En ce moment, si on parle de marché, on essaie d'accrocher, comme vous le voyez. On essaie d'accrocher parce que c'est notre domaine quand même. D'autres sont allés au champ un peu partout. Moi-même, tout à l'heure, je me levais aller au site. Les sites touristiques à Tchébélé sont aussi en dégradation. Cette habitation Kassena, par exemple, visitée des milliers de fois. L'on nous explique que les ressources utilisées pour entretenir ces lieux provenaient des activités touristiques et sont aujourd'hui inexistantes. La Cour royale de Tchébélé a enregistré 1000 touristes en 2007, selon une étude menée dans un rapport de mémoire d'une élève de l'ENAM en 2011. Aujourd'hui, les touristes sur ce site se comptent sur le bout des doigts. Vivement donc une normalisation de la situation. 25 octobre 1959, 25 octobre 2023, votre Radio Burkina a 64 ans. Plus de 6 décennies à informer, éduquer, sensibiliser et distraire. Ce 64e anniversaire sur fond de résilience donne l'occasion de remobiliser les ressources pour plus d'innovation afin de satisfaire davantage les auditeurs. Foi de son tout nouveau directeur interrogé pour nous par Adama Guiti et Mariama Tamboura. Je voudrais tout d'abord dire merci aux auditeurs qui sont notre raison d'être, qui sont notre force vitale. Merci pour la fidélité de l'écoute, merci de nous accompagner à tout temps et en tout lieu. Et ensuite dire merci aux responsables de la RTB qui mettent à notre disposition les moyens pour nous permettre de réussir la mission qui, vous l'avez dit judicieusement, qui est donc d'informer, de sensibiliser et de, bien entendu, distraire les auditeurs. Ce sont les missions régaliennes, des actions de développement, de cohésion, de paix. On a connu la radio à une période où elle faisait 120% du territoire. On a connu aussi la radio à une période aussi où elle était à 30-40% de couverture territoriale. Aujourd'hui, nous sommes à 95,8%. Ce n'est pas encore assez parce qu'il y a des Burkinabés qui sont privés de ces contenus alors que c'est du rôle régalien de l'État d'aller partout informer et sensibiliser à travers des informations justes et crédibles, des émissions qui leur permettent donc d'être des acteurs de développement, des émissions qui leur permettent d'accepter les autres comme frères et pour qu'on sente qu'ensemble on est burkinabé, on doit aller de l'avant et on doit forcément être ensemble pour développer ce cher pays. Voilà, reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. De quoi parlent les journaux dans leur parution de ce mercredi, de l'ouverture du 14e Fersita. À la une également, l'élection de Idrissa Nassa à la tête du patronat burkinabé. La lecture croisée des journaux du jour avec Sekou Zongo. Les patrons burkinabés ont un nouveau patron depuis hier mardi et la presse écrite nationale relaie l'information. À la une des quotidiens, ce visage bien connu du secteur privé et du monde des affaires. Idrissa Nassa, le nom qui se cache derrière cette image, est le nouveau président
du Conseil national du patronat burkinabé. Il a ravi la vedette au président sortant Apollinaire Compaoré à l'issue des votes avec 119 voix contre 54, écrit le doyen des quotidiens burkinabés. Le candidat de l'Alliance pour un patronat nouveau est donc élu président du patronat burkinabé avec plus de 68% des voix, ce qui fait dire aujourd'hui face à sa une, Conseil national du patronat burkinabé, Idrissa Nassa, taille patron. Aussitôt fait patron des patrons, Idrissa Nassa annonce les couleurs. Sous son impulsion, il veut un secteur privé revitalisé pour lui permettre d'apporter sa contribution au bon fonctionnement de l'économie et pour un Burkina Faso plus résilient. Son ambition est transcrite dans les lignes du journal Le Pays. Et pour une économie rayonnante, il faut un secteur de la recherche plus innovant. C'est ce qui explique la tenue de la 14e édition du FIRSIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Ce forum est une occasion de mise en contact, d'échange entre acteurs, mais aussi d'appropriation des résultats de la recherche par les acteurs, souligne le journal de tous les Burkinabés. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient dans sa version langue nationale à 14h. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.